grands modèles de langage peuvent produire des résultats impressionnants. Ils réussissent des benchmarks, génèrent du code, répondent à des questions complexes et donnent parfois l'impression de comprendre ce qu'ils font. Mais un résultat spectaculaire ne suffit pas pour démontrer que le mécanisme utilisé est efficace, qu'il raisonne comme un humain ou qu'il constitue la meilleure manière de construire une intelligence artificielle. La communication actuelle met surtout en avant les scores, les démonstrations réussies et la vitesse apparente. Elle montre beaucoup moins l'énergie réellement consommée, la quantité de calculs, les données humaines absorbées, le nombre de tentatives, les réponses rejetées et les outils extérieurs nécessaires. Elle parle aussi rarement des limites internes du système, les connaissances difficiles à corriger, les contradictions entre le contexte et l'apprentissage, le coût quadratique de l'attention, l'impossibilité de désapprendre, précisément ou encore le manque de reproductibilité des modèles fermés. La question centrale de cette présentation est donc simple. Un résultat impressionnant prouve-t-il réellement une intelligence efficace? Nous allons voir que le principal problème n'est pas nécessairement que les résultats soient faux. Le problème est que l'on montre le résultat final tout en cachant une grande partie des ressources, des coûts et des limites du mécanisme qui l'a produit. On nous montre souvent un score impressionnant, une réponse correcte ou un benchmark réussi. Mais ce résultat ne dit pas combien de ressources ont été nécessaires pour l'obtenir. Un modèle peut mobiliser énormément de données, de mémoire, de calculs, d'énergie, de matériel, d'essais et parfois d'intervention humaine. Pourtant, toute cette infrastructure disparaît derrière le score final. C'est une confusion fondamentale. La performance, l'efficacité et l'intelligence ne sont pas la même chose. Une pelleteuse déplace davantage de terre qu'un humain, mais cela ne la rend pas plus intelligente. Elle est simplement plus puissante pour une tâche précise. Pour comparer honnêtement un LLM à un humain ou à un autre système, il faudrait rapporter la qualité du résultat à l'énergie consommée, aux calculs utilisés, aux données absorbées et au nombre de tentatives. L'omission principale est donc simple. On compare le résultat visible, mais rarement les ressources nécessaires pour l'obtenir. Un excellent score peut démontrer une forte puissance de calcul, sans démontrer que le mécanisme est efficace. Lorsqu'un modèle donne une bonne réponse, on présente souvent cela comme une preuve de raisonnement ou de généralisation. Mais une question essentielle reste sans réponse. Le problème était-il réellement nouveau pour le modèle? Les données d'entraînement des grands LM sont immenses et souvent inaccessibles. Il est donc difficile de savoir si le modèle a découvert une solution nouvelle, s'il avait déjà rencontré la réponse exacte, une variante proche, une méthode similaire ou une structure presque identique. Cette difficulté est particulièrement importante dans les benchmarks et les compétitions de programmation. Si les solutions d'édition précédentes, des corrections humaines ou des problèmes voisins, ont été intégrées à l'apprentissage, la réussite suivante n'a plus la même signification. Il faudrait aussi connaître le nombre de générations produites, les réponses rejetées, les outils utilisés et les vérifications externes effectuées. Une réussite visible ne prouve donc pas, à elle seule, un raisonnement inédit. Sans accès aux données et aux protocoles complets, on ne peut pas distinguer clairement une véritable généralisation d'une recombinaison sophistiquée de problèmes déjà rencontrés. L'apprentissage par descente de gradient ajuste progressivement les paramètres du modèle afin de réduire une fonction de perte. On peut représenter cela comme une bille qui descend dans un immense paysage composé de vallées, de bosses et de creux. Le problème est que rien ne garantit que la bille atteigne la vallée la plus profonde. Elle peut s'arrêter dans un minimum local, dans une zone simplement satisfaisante ou dans une configuration adaptée aux données d'entraînement sans être globalement optimale. La puissance de calcul permet d'explorer davantage et d'obtenir une solution performante. Mais elle ne prouve pas que cette solution soit la meilleure, la plus stable, la plus simple ou la mieux organisée. Un modèle final peut donc obtenir un score élevé tout en restant très éloigné d'une organisation radicalement meilleure des connaissances et des calculs. L'omission consiste à présenter le modèle obtenu comme le résultat naturel ou presque inévitable de l'apprentissage. En réalité, nous savons surtout qu'une configuration fonctionnelle a été trouvée. Nous ne savons pas si une solution beaucoup plus efficace était accessible ailleurs dans le paysage d'optimisation. Réduire une fonction de perte ne signifie pas automatiquement structurer des connaissances. Un humain peut identifier des faits, formuler des règles, relier des causes à des conséquences, repérer des contradictions, construire une preuve et expliquer pourquoi une conclusion est valide. Un LLM, lui, ajuste des milliards de valeurs numériques pour améliorer la prédiction du prochain token. Les informations apprises restent distribuées, implicites et entremêlées dans les poids. Cette organisation rend difficile l'extraction d'une connaissance précise, son explication, sa justification ou sa correction locale.
Elle facilite aussi l'apparition de contradictions, car le système ne possède pas nécessairement une base explicite de faits et de règles cohérentes. On nous montre généralement une courbe de perte qui baisse. Mais cette courbe ne révèle presque rien sur l'organisation interne des connaissances. Le point essentiel est le suivant. Une erreur statistique plus faible prouve que le modèle prédit mieux les données utilisées pour l'évaluer. Elle ne prouve pas qu'il a construit une représentation explicite, cohérente, explicable et vérifiable du monde. Les grands modèles absorbent des quantités gigantesques de textes, de livres, de discussions, de codes et de pages web. Cette accumulation améliore souvent leur capacité à produire une réponse probable. Mais davantage de données ne signifie pas automatiquement davantage d'intelligence. Pendant l'apprentissage, le modèle compresse statistiquement les régularités présentes dans les textes. Il apprend des corrélations entre des tokens et des structures de langage. Cela peut produire une imitation très convaincante de la compréhension. Mais accumuler du texte ne garantit ni une compréhension causale, ni un modèle interne explicite du monde, ni un raisonnement logique fiable, ni une vérification de la vérité. Une base de données plus grande contient davantage d'informations, mais elle n'est pas intelligente pour autant. De la même manière, un modèle plus grand peut prédire davantage de situations sans nécessairement comprendre ce qu'il produit. L'omission consiste à confondre la quantité de données absorbées avec la qualité du mécanisme intellectuel. Plus de données augmentent surtout la couverture statistique et la capacité de prédiction. Cela ne démontre pas, à lui seul, une compréhension plus profonde. Les tokens sont souvent présentés comme les unités de base du langage pour les LLM. Mais ce ne sont pas nécessairement des unités de sens. La tokenisation découpe le texte selon des critères statistiques et pratiques. Un mot peut être fragmenté en plusieurs morceaux, et une expression qui représente une seule idée peut devenir une longue séquence de tokens. Prenons l'expression voiture de course. Dans un raisonnement humain, elle peut être manipulée comme un concept unique. Dans le modèle, elle peut être séparée en plusieurs fragments textuels. Le réseau doit ensuite utiliser l'attention pour reconstruire les mots, les expressions, les concepts et leurs relations. Autrement dit, on fragmente d'abord le sens, puis on dépense du calcul pour tenter de le reconstituer. Cette fragmentation augmente le nombre de tokens, la longueur du contexte et le coût des opérations d'attention. Une représentation sémantique hiérarchique pourrait fonctionner autrement. Sélectionner d'abord un concept général, puis descendre vers une expression, un mot et enfin des caractères. Les unités manipulées seraient alors plus proches du sens et potentiellement beaucoup plus efficaces. Lorsqu'une information est apprise par un LLM, elle n'est généralement pas stockée à une adresse précise. Son influence est répartie dans un très grand nombre de paramètres et mélangée à d'autres connaissances. Cela rend extrêmement difficile la suppression propre d'un seul fait. On peut retirer la donnée des futurs jeux d'entraînement, réentraîner le modèle ou utiliser des techniques d'édition et de désapprentissage. Mais il reste difficile de garantir que toutes les traces ont disparu sans altérer des informations voisines. L'ancienne connaissance peut subsister sous une forme modifiée, réapparaître dans un contexte détourné ou entrer en conflit avec une correction ajoutée plus tard. Demander au modèle d'ignorer une information dans le contexte ne la supprime pas des poids. Cela crée seulement une compétition temporaire entre l'ancienne influence et la nouvelle instruction. Un système réellement maîtrisable devrait permettre de localiser une connaissance, de la modifier, de la supprimer et de vérifier qu'elle ne peut plus réapparaître. L'omission est donc majeure. Les modèles savent apprendre massivement, mais ils ne savent pas désapprendre avec la même précision. La science repose sur la possibilité de reproduire une expérience de manière indépendante. Pour un grand modèle, cela exige bien davantage que l'accès à une simple API. Il faudrait disposer des poids exacts, de l'architecture, du code d'entraînement, des données ou d'une description vérifiable, des filtres appliqués, des hyperparamètres, des prompts, des outils, du nombre d'essais, des critères de sélection, du matériel et du protocole complet. Avec un modèle fermé, une équipe extérieure peut tester le comportement visible du produit. Mais elle ne peut pas reproduire l'expérience complète, vérifier la contamination des benchmarks, connaître les générations rejetées ou confirmer les interventions humaines. L'entreprise contrôle alors presque toute la chaîne de preuves. Elle crée le modèle, possède les données, exploite l'infrastructure, publie les résultats et bénéficie commercialement de leur diffusion. Une publication peut utiliser les codes de la science tout en restant impossible à reproduire à l'identique. Sans accès suffisant pour vérifier, contester et reproduire, le résultat reste principalement une affirmation industrielle. Un modèle fermé peut convaincre par une démonstration spectaculaire. Mais cette démonstration ne constitue pas une preuve scientifique indépendante.
Lorsqu'un fait appris dans les poids du modèle est contredit par une information placée dans le contexte, le modèle n'a rien désappris. Supposons que les poids contiennent une affirmation A, tandis que le contexte affirme non A. Les deux influences restent présentes en même temps. Le contexte essaye seulement de pousser temporairement le modèle vers la nouvelle version. Le problème est que le LLM ne possède pas, par défaut, un mécanisme logique explicite capable de localiser la contradiction, d'identifier la source la plus fiable et de supprimer l'information devenue fausse. Selon la formulation, la position du fait dans le contexte, la longueur de la conversation, les exemples précédents et les associations apprises, le modèle peut suivre le contexte, revenir à l'ancienne information, mélanger les deux, ou répondre différemment après une simple reformulation. Présenter une correction dans le contexte comme une mise à jour de la connaissance est donc trompeur. Les poids conservent toujours l'ancienne influence. Le contexte ne produit pas un désapprentissage. Il crée une compétition temporaire entre deux informations contradictoires, sans garantie stable sur celle qui sera finalement utilisée. Placer les faits dans les poids ou les placer dans le contexte conduit à deux problèmes différents. Lorsqu'un fait dans les poids, il est relativement compact et disponible sans être recopié à chaque requête. Mais il devient difficile à localiser, à corriger, à dater, à sourcer et surtout à supprimer proprement. Lorsqu'un fait est placé dans le contexte, il reste explicite. On peut le retrouver, le modifier, le remplacer ou lui associer une source et un niveau de confiance. Mais plus le contexte grandit, plus son traitement devient coûteux. Avec l'attention complète classique, chaque token peut être mis en relation avec tous les autres. La matrice d'attention grandit donc approximativement comme le carré de la longueur du contexte. Si le nombre de tokens double, certaines opérations peuvent demander environ 4 fois plus de calcul. On obtient ainsi un compromis très mauvais. Les poids sont compacts mais rigides, tandis que le contexte est modifiable mais coûteux. La vraie question n'est donc pas simplement de choisir entre apprentissage et contexte. Il faut une mémoire externe structurée, indexée, vérifiable et modifiable, afin de ne pas utiliser un mécanisme quadratique pour parcourir en permanence toutes les connaissances disponibles. La comparaison entre un LLM et un humain est souvent limitée au score obtenu ou à la vitesse apparente de production. Mais elle oublie presque toujours la consommation énergétique totale. Le cerveau humain consomme seulement quelques dizaines de watts tout en réalisant simultanément la perception, le contrôle du corps, la parole, la mémoire, l'apprentissage, le raisonnement et l'adaptation au monde réel. Un grand modèle, lui, peut mobiliser plusieurs accélérateurs, une grande quantité de mémoire, des serveurs, du stockage, du réseau et du refroidissement. À cela peuvent s'ajouter plusieurs générations, des outils externes, des vérificateurs et des réponses rejetées. Comparer le score d'un LLM à celui d'un seul humain sans publier l'énergie nécessaire revient à comparer un individu à une infrastructure industrielle en oubliant l'infrastructure. Une comparaison honnête devrait mesurer le résultat obtenu par unité d'énergie totale consommée, en incluant l'inférence, l'entraînement, les réentraînements, le refroidissement, le matériel et le travail humain utilisés pour produire les données. La puissance de calcul peut produire un résultat impressionnant, mais tant qu'elle exige énormément plus d'énergie que le cerveau pour une partie seulement de ses fonctions, elle ne démontre pas une meilleure efficacité intellectuelle. Les LLM peuvent produire des résultats impressionnants, parfois spectaculaires. Mais ce que l'on nous montre le plus souvent, ce sont surtout les succès visibles, les bons scores et l'effet de démonstration. Ce qui reste souvent caché, c'est le coût réel du mécanisme. L'énergie consommée, la quantité de calcul, les données absorbées, le nombre d'essais, l'infrastructure mobilisée et les limites profondes du système. Un bon résultat ne prouve pas, à lui seul, une intelligence efficace. Il ne prouve ni une compréhension réelle, ni une organisation claire des connaissances, ni une capacité fiable à corriger proprement une erreur ou à gérer des contradictions. Le problème central est donc un mensonge par omission. On montre le résultat final, mais pas tout ce qu'il a fallu pour l'obtenir, ni tout ce qu'il ne sait toujours pas faire correctement. Et sans transparence complète, sans reproductibilité indépendante et sans comparaison honnête des coûts, il devient très difficile de distinguer une vraie avancée scientifique d'une démonstration industrielle impressionnante. Si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez et partagez.